Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Et c'est le petit déjeuner politique ce matin de Raphaël Glucksmann, qui est député européen PS, Place Publique et essayiste. Oui, bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. À distance, parce que vous êtes, comme nous tous, évidemment confinés, ou la plupart. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, votre adversaire européen, est en soins intensifs depuis hier soir à cause du coronavirus. C'est un message d'alerte supplémentaire sur les dangers du Covid-19 ? Ça souligne une fois de plus la gravité de la crise, et vous parlez d'adversaire, mais face à la mort, face à la maladie, il n'y a pas d'adversaire, et évidemment nos pensées les plus fraternelles au peuple britannique et à Boris Johnson, à sa famille. On espère tous qu'il va retrouver la santé et qu'il va sortir de soins intensifs rapidement. Oui. Pourquoi vous avez écrit et dit ces derniers jours que la France était humiliée par cette crise du Covid-19 ? Pas seulement la France, c'est l'Europe en général. Je veux dire, on a tous ressenti le même sentiment d'humiliation, d'impuissance. Vous vous rendez compte, la 7e puissance économique du monde, un pays qui a un siège permanent au Conseil de sécurité. Et on se retrouve dans une situation où on envoie nos soignants et nos soignantes sans protection au front. On dit qu'on est en guerre et en même temps, on n'arrive pas à équiper de masques. On n'arrive pas à produire des tests, on n'arrive pas à finalement produire les molécules les plus basiques pour être sûr d'être autosuffisant en termes de médicaments. C'est pas simplement la responsabilité de tel ou tel gouvernement, de ce gouvernement-ci, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus loin, beaucoup plus long comme processus de perte de souveraineté. Mais il y a quelque chose qu'on ressent tous là, qui est notre impuissance. Et cette impuissance, il va falloir qu'on la creuse, qu'on y pense, parce que c'est justement sur ce sentiment d'humiliation et d'impuissance qu'il va falloir reconstruire quelque chose d'autre, une souveraineté industrielle, une souveraineté politique. Oui, alors est-ce que ça remet en cause aussi quelques-unes de vos convictions sur l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, Raphaël Glucksmann? Vous savez, moi j'ai toujours combattu pour l'idée européenne, pour le projet européen. Mais je veux dire, c'est pas une religion. Il faut là comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dès le début de la crise, ce qui s'est passé, c'est une fin des solidarités, un éclatement des égoïsmes. Je veux dire, les Tchèques qui volent les masques destinés aux Italiens, les Français qui saisissent ceux qui sont destinés aux Espagnols. On voit bien que là, l'Europe n'a pas fonctionné. Je veux dire, ça serait être fanatique que de ne pas voir cela. Alors bien sûr qu'il y a eu des gestes de solidarité, bien sûr qu'aujourd'hui des mesures sont prises, mais ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que quand les gens imaginent le monde d'après, eh bien il faudra qu'il n'y ait aucun sujet tabou, il faudra que tout soit sur la table. L'enjeu principal, encore une fois, c'est de retrouver sa souveraineté. Alors retrouver sa souveraineté, la capacité de maîtriser son destin, de faire face aux crises, ça passera par peut-être des fois plus de souveraineté européenne et d'autres fois plus de souveraineté nationale. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui pensent que rien ne va changer, que finalement l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui pourra sortir de la crise et retrouver son train-train quotidien, eh bien ces gens-là se trompent. Oui. Donc vous attendez aujourd'hui, il y a une réunion européenne qui est prévue, alors aussi même chose à distance, vous attendez un sursaut de l'Europe. Angela Merkel a pris la parole hier, elle plaide justement pour que l'Allemagne redevienne souveraine, ou l'Europe, dit-elle, notamment dans la production de masques sanitaires. Alors ça passe par quoi justement ce sursaut européen? Alors la première chose, l'urgence, c'est de mutualiser nos emprunts. C'est ce qu'on appelle les Corona Bonds. C'est-à-dire la capacité qu'on a de faire des emprunts sur le marché obligataire de manière commune, pour pas que les pays les plus touchés, les plus friables, les plus vulnérables s'effondrent. On n'a aucun intérêt, aucun d'entre nous n'a intérêt à ce que l'Italie ou l'Espagne ne s'effondrent. Il faut donc montrer qu'on a une solidarité européenne. Mais ensuite, ce qui est évident, c'est que la question principale, et Angela Merkel a raison là-dessus, eh bien, c'est la question de la souveraineté. Je veux dire, on a participé à une globalisation qui aujourd'hui, eh bien, rend les pays européens, pourtant c'est le premier marché du monde, l'Europe c'est censé être le continent le plus riche du monde, rend les pays européens totalement dépendants de la Chine, dépendants de l'Inde, dépendants des pays producteurs. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'une série c'est pas une fatalité divine qui nous tombe sur la tête là, une série de micro-décisions d'entreprises qui cherchaient le plus bas coût, de multinationales qui cherchaient le plus bas coût de production, mêlées à une démission incroyable du politique. Et encore une fois, c'est pas simplement ce gouvernement, c'est aussi celui d'avant et celui d'avant. Mais une démission incroyable du politique. Et l'Europe aussi, Raphaël Glucksmann, quoi. Et l'Europe. Vous savez, moi, je me bats dans les institutions européennes, par exemple, pour qu'on change ce logiciel du libre-échange absolu. Vous savez que pendant la crise, pendant la pandémie,
eh bien, les représentants des États-nations européens ont validé l'accord de libre-échange avec le Vietnam. C'est précisément ce type de logique où on signe des accords de libre-échange avec tout le monde pour pouvoir délocaliser nos productions, pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y a plus aucune barrière à l'importation de produits, pour qu'on obtienne les produits les moins chers chez nous, mais qu'on détruise notre tissu productif, qu'on détruise nos capacités productives. Je me bats contre cette logique-là et je pense que cette logique-là doit être dépassée, doit être changée de manière extrêmement radicale et profonde au sortir de cette crise. Oui, et s'il n'y a pas une mutualisation de la dette comme des dettes, comme vous l'évoquiez à l'instant, Raphaël Glucksmann, sans un fonds de solidarité, l'Europe peut exploser, elle peut mourir. C'est la survie qui est en jeu véritablement actuellement de l'Europe. Bien sûr, vous savez, ce qu'on est en train de vivre, c'est probablement l'événement le plus tragique et le plus global que notre génération ait connu. Et il y a une forme de test qui s'impose à toutes les institutions, et en particulier à l'Union européenne. Si l'Europe n'est pas capable d'être utile face à cette crise, alors quel est le sens d'avoir l'Union européenne? Vous savez, moi j'ai travaillé avec les 9 plus grands hôpitaux européens qui ont produit un appel à l'Europe, qui ont dit une chose très simple. Dans quelques jours, nous serons en manque, en pénurie des médicaments les plus nécessaires à la réanimation. Et ces hôpitaux demandent à l'Europe de coordonner leur politique, de mutualiser leur stock aux dirigeants européens, de coordonner leur politique, de mutualiser leur stock, et surtout de faire des démarches communes pour acheter dans un marché, dans une tension folle, ces médicaments. Parce que c'est évident que même si ça ne marche pas l'Union européenne telle qu'elle est, à 27 demandes éparpillées d'États européens à l'Inde ou à la Chine, ont moins de poids qu'une seule demande de 27 pays européens coordonnés. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une coordination qui n'existe quasiment pas. Oui, mais alors dans l'immédiat, il faut repenser probablement cette coordination. Dans l'immédiat, ça passe aussi pays par pays. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement actuel pour sortir le pays de la double crise, c'est-à-dire sanitaire et économique, sachant que d'un point de vue sanitaire, il y a eu des contradictions depuis maintenant un mois sur des messages d'alerte et puis d'autres sur les masques et puis beaucoup d'autres sujets. Vous savez, nous ne sommes pas, vous, moi, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas spécialistes des virus. Il faut avoir un minimum d'humilité, d'autant plus qu'aucun gouvernement au monde, peut-être à part Taïwan, n'a réussi complètement à être préparé face à cette crise. Mais il y a une chose que nous sommes, c'est des citoyens adultes. On est des citoyens adultes. On n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes du virus, mais on est des citoyens adultes. Et donc ce qu'on doit à des citoyens adultes, c'est la vérité, c'est la transparence. Et nous sommes assez grands pour comprendre que si nous manquons de masques, que si nous n'avons pas les capacités productives pour produire les tests, ce n'est pas simplement la faute de ce gouvernement-là. Donc ce que je ne comprends pas et ce qui me choque profondément, c'est justement cette incapacité à dire la vérité. S'ils étaient venus à la télévision nous dire, vous savez, nous sommes face à une pénurie de masques, nous ne pouvons pas équiper les Français, nous ne pouvons même pas équiper ceux qui sont au front aujourd'hui pour nous. Alors voilà les décisions que nous avons prises en conséquence de cette pénurie dont nous ne sommes pas les seuls responsables. Eh bien, nous aurions compris. Mais au lieu de cela, eh bien, on nous a menti. On nous a pris pour des enfants. On nous a raconté des sornettes. Les masques. Ça, c'est le gouvernement, en fait, que vous accusez, là, ce que vous dénoncez, Raphaël Glucksmann. Et puis, Emmanuel Macron lui-même, lors de ses interventions. Oui, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir été parfaitement préparés. On ne peut pas leur reprocher finalement des décisions sur les stocks de masques qui ne datent pas de leur gouvernement à eux ou du quinquennat d'Emmanuel Macron. Par contre, nous avons pris pour des imbéciles. Nous avons expliqué que les masques ne servent à rien alors qu'on savait tous pertinemment qu'ils servent à quelque chose. Nous avons expliqué que finalement les tests n'étaient pas utiles alors que l'OMS, dans le même temps, recommandait de tester le plus massivement possible la population. Cela, nous pouvons le reprocher pour une raison très simple. Nous sommes, certes non des médecins, certes non des virologues, mais des citoyens adultes. Et donc, il faut nous traiter comme des citoyens adultes. Peut-être un peu moins d'esthétique du pouvoir sur les déclarations martiales et plus de vérité dans le discours, plus donc de débat adulte avec nous. Bien sûr que nous pourrons comprendre qu'aucun gouvernement n'est absolument prêt. Bien sûr que nous pourrons comprendre que, finalement, si nous n'avons pas l'appareil productif qui convient, ce n'est pas simplement les 2 dernières années qui l'expliquent.
que c'est beaucoup plus profond, que c'est 30 ans de dérive de la globalisation qui sont en jeu. Donc c'était une erreur d'avoir menti, quoi, hein, Raphaël Glucksmann, de nous avoir menti. C'est toujours une erreur de mentir, et c'est quelque chose que les communicants ne comprennent jamais. La meilleure communication de crise, c'est la vérité. Parce qu'en plus, c'est des mensonges qui sont grossiers. Je veux dire, on sait très bien qu'on a besoin de masques. Il ne faut pas être devin ou ultra savant pour le comprendre. Et puis, c'est un peu se moquer du monde, puisque finalement, on voit bien qu'en Corée du Sud ou à Taïwan, eh bien, il y a une lutte plus efficace contre le virus, précisément parce que dès le début, ils ont relancé la production de masques et qu'ils sont tous équipés de masques. Oui, donc l'initiative de Christian Estrosi, par exemple, est bonne. Le port du masque obligatoire dans les lieux publics, si c'est possible, lors du déconfinement et même pendant cette période, c'est une bonne idée, hein, selon vous, Raphaël Glucksmann. Mais tout est dans le si c'est possible. La vérité, c'est que depuis le début de la crise, la vérité, c'est que depuis le début de la crise, on adapte notre discours et notre stratégie aux pénuries. Et ça, on peut le comprendre. On n'est pas fou. Mais simplement, le si c'est possible, c'est ça qui compte. Oui. Est-ce que vous avez signé la pétition de soutien au professeur Raoult sur la chloroquine? J'ai pas signé de pétition de soutien au professeur Raoult et j'ai pas non plus participé aux attaques contre le professeur Raoult. Là-dessus, moi, j'ai un point de vue assez humble. Je ne sais pas si la chloroquine est efficace ou pas. Et je pense que c'est important aussi que les gens puissent dire « nous ne savons pas, je ne sais pas, je ne suis pas médecin ». Par contre, ce qui est certain, c'est que il y a des contradictions dans le discours gouvernemental dessus. Quand le professeur Raoult nous dit que la chloroquine, il faut la prendre tôt et que quand on est en phase de développement très agressif de la maladie, ça a moins d'effet, et qu'ensuite on nous explique qu'on va faire les tests sur les gens les plus malades. Là, moi, je peux noter une contradiction. Vous savez, là-dessus, moi, j'ai une position très distante. Je ne suis pas médecin. Par contre, je sais reconnaître un discours contradictoire et un discours non contradictoire. Et donc, c'est là-dessus, en exerçant son jugement critique, son bon sens de citoyen, qu'on peut avoir une position. En une phrase, à la fin de cette crise, Emmanuel Macron devra retravailler sur un gouvernement, pourquoi pas d'union nationale, ou de provoquer une dissolution pour faire émerger de nouvelles idées. Je ne sais pas quelle va être sa démarche. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on ne pourra pas continuer comme avant. Donc il y a un enjeu, mais qui est perceptible par tout le monde. C'est le retour de la souveraineté. Je veux dire, on a perdu le contrôle sur notre destin. Quand on n'est pas capable... Souveraineté nationale, y compris... Souveraineté nationale, souveraineté européenne. La différence que j'ai avec les nationalistes, là-dessus, il faut un débat très ouvert. C'est que la souveraineté, c'est pas simplement la souveraineté nationale. Bien sûr qu'il faut affirmer la souveraineté de la France, mais il y a aussi une souveraineté européenne. Sur certains sujets, c'est à l'échelle européenne qu'on pourra retrouver notre souveraineté. Quand on fait face à la Chine ou à l'Inde ou aux États-Unis dans des négociations dans un marché extrêmement tendu, c'est évident aux yeux de tous que quand même, on aura plus de poids si la souveraineté elle est exercée à l'échelle européenne. Mais ce qui est impossible à continuer, c'est ce dessaisissement du politique. C'est finalement cette idée que la mondialisation, c'est comme ça, et que donc c'est tout à fait logique que nous devenions des pays incapables de produire des bouts de tissu pour protéger nos soignants. Eh bien non, il n'y a rien de logique là-dedans. Ce sont des décisions humaines et pas divines. Le mot de la fin, Raphaël Glucksmann, avec Cécile Ménibus. Cécile. Oui, bonjour. L'essayiste Paul Arias a dit « Les crises donnent plus souvent naissance à des Hitler et des Staline qu'à des Gandhi ». Est-ce que ça veut dire que cette crise sanitaire est plutôt révélatrice de faiblesse que de force ? C'est pour ça que je me méfie toujours des gens qui nous expliquent que le monde d'après va être absolument mirifique et que enfin on va transformer notre société en quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus noble. Les crises, c'est un moment dangereux. L'ébranlement et l'humiliation dont je parlais, ça peut donner le meilleur comme le pire. Ça peut donner une forme de ressentiment et de repli sur soi et de quête d'autoritarisme immense. Par contre, ce qui est certain, c'est que il y a aussi dans cette crise le meilleur. On voit le dévouement des soignantes et des soignants. On voit les gens qui descendent dans les rues pour aider les sans-abri. On voit le personnel des EHPAD, de certains EHPAD, qui s'enferment et qui se confinent avec les résidents. On voit des tas de gestes qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont nés d'une solidarité spontanée. C'est là-dessus qu'il va falloir construire le monde d'après. Mais encore une fois, ce monde d'après, mais on voit le pire aussi. On voit le pire aussi. Bien sûr, on voit les harcèlements des infirmières par les voisins. On voit justement, par exemple, les Tchèques qui volent les masques aux Italiens ou les Français qui s'emparent de ceux destinés aux Espagnols. Mais il y a dans nous la capacité de réagir à partir du moment où on a compris que la politique qui est menée depuis 30 ou 40 ans de dessaisissement de la souveraineté, de perte de contrôle sur notre destin,
eh bien, cette politique-là, elle doit cesser. On va reconstruire ensemble, une France qui est capable de produire des masques, qui est capable de produire des tests, un pays qui est capable de contrôler son destin. Et vous savez, moi j'ai beaucoup combattu le Brexit. Vous avez commencé par évoquer Boris Johnson. Mais le slogan du Brexit, Take Back Control, ça sert à rien de l'écarter d'un revers de la main en se moquant de ce slogan. Take Back Control, reprendre le contrôle, c'est l'essence même de la politique. Et donc maintenant, en fait, tout l'enjeu, c'est de savoir comment on reprend le contrôle. Là-dessus, il va y avoir un débat, on ne sera pas tous d'accord. Et ce qui est certain, c'est que la base, c'est d'arrêter avec ces démissions successives, cette impuissance organisée qui est la nôtre. Merci Raphaël Glucksmann, député européen PS, Place Publique et essayiste. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Et dans un instant, on reviendra sur une lueur d'espoir sur le démarrage d'un essai clinique avec du plasma de patients guéris du coronavirus. C'est passionnant. C'est dans un instant, vous bougez pas. 7h50.